OK, donc j'ai des questions par rapport au travail d'équipe, donc au risque de m'être, mal fait comprendre. Oui, il y a un travail de session à faire et le travail de session doit être fait en équipe de 2. Donc il y a des travaux d'équipe à faire, donc le travail de 20. On en parle durant la deuxième moitié de la session. Donc c'est un travail qui est relativement simple, vous allez voir, c'est pas sorcier, c'est pas un travail là qui va vous demander énormément d'efforts, mais il se fait bel et bien en équipe de 2. Et c'est un travail qui se fait en 5-6 pages essentiellement. C'est un travail dans lequel je vous demande d'analyser un cas clinique, qui souvent est, est carrément un film, là. Donc, je vous demande de regarder un bon film, j'ai quand même du goût, puis d'analyser le personnage du film en fonction de, de notions pardon, qui ont été vues dans le cours. Généralement, psychopathie et DSM, mais peut-être autre chose aussi, là, on verra. Donc, travail d'équipe, il y en aura un, il vaut 20 par équipe de 2. Ou j'accepte les équipes de 3 aussi, soit dit en passant. Euh, et c'est un travail, comme j'ai dit, qui est relativement simple et dont on parlera durant la deuxième moitié de la session. Euh, S'il y a des gens là, qui, pour des circonstances réellement exceptionnelles, euh, préfèrent faire le travail seul, ou en fait, si je parle de circonstances exceptionnelles, c'est qu'ils n'ont pas le choix de faire le travail seul. Ben évidemment, là, c'est jouable, là. Écrivez-moi un courriel, puis on dealera. Mais euh, juste pas aimer ça, faire des travaux en équipe, c'est pas vraiment une raison suffisante. Ça fera une meilleure raison que ça, par exemple, en termes d'horaire conflictuel de travail, là, ou je sais pas quoi. Ou trouble anxieux, peu importe. Et est-ce que vous pouvez choisir votre teammate? Ben, bien sûr, là, je ne vous paierai pas au hasard. Donc, si vous avez un ou une amie dans la classe, vous êtes évidemment là, encouragé à contacter cette personne-là. Pour procéder à choisir votre coéquipier, ben, ça peut carrément être je vais ouvrir le forum de discussion dans Studium, puis ceux qui recherchent des coéquipiers peuvent juste dire Hey, je recherche un coéquipier. Donc voilà, si vous connaissez des gens, pairez-vous avec eux. Et si vous en connaissez pas, ben, allez-y un peu au hasard selon les disponibilités des gens. Euh, et s'il y en a qui sont juste comme moi, j'ai pas envie de rechercher, puis je veux me faire pairer aléatoirement, je pourrais faire ça aussi. En fait, c'est la première fois que je donne un travail d'équipe dans le cadre d'une session virtuelle. La dernière fois que j'ai fait ça, la session est devenue virtuelle après, dans le fond, quand il y a eu le outbreak de COVID en, fin mars, je crois, hein, fin mars, début avril. Les gens étaient relativement tous déjà payés, donc il n'y a plus cet enjeu-là. C'est des bonnes questions, je vais y réfléchir, puis je vais vous revenir avec ça dans la deuxième moitié de la session après l'intro. OK, ouais, c'est ça. J'ouvrirai un forum pour. Je regarde le chat, là, donc peut-être un forum pour trouver un coéquipier dans lequel on décrit vos attentes et surtout disponibilité, ça pourrait être bien. Donc, je rendrai ça disponible pour vous, d'une part via Studium. Et, en tout cas, je vais penser à ça, puis on fera quelque chose de relativement tête. All right. Donc, on commence avec une petite heure de matière au sujet de l'introduction à la psychocriminologie. Vous voyez bien mon PowerPoint, j'imagine? Faites un petit signe dans le chat si c'est le cas. Génial. All right. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va un peu faire, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'on va regarder c'est quoi la place de la psychocriminologie parmi la grande discipline de la criminologie. C'est-à-dire que la criminologie, ça a un objet d'étude clair qui est le crime et les personnes qui commettent des crimes et essentiellement les grands mouvements de criminalité à travers les sociétés, les pays et les âges. Or donc, l'objet d'étude est le même, soit le crime et la personne qui commet le crime, mais il y a un paquet de disciplines différentes qui proposent toutes des angles d'analyse parfois complémentaires, parfois contradictoires, sur ce même objet d'étude-là qui est le crime. Donc, la psychocriminologie, c'est une des disciplines en criminologie. Il y a la sociologie, il y a l'histoire, il y a le droit, il y a la psychologie tout court, bon, etc. Il y a un paquet d'affaires. OK, non, psychocriminologie, c'est comme psychologie, c'est la même chose. Mais bref, il y a un paquet de disciplines différentes qui se proposent d'étudier le phénomène de la délinquance. Et comme j'ai dit, certains sont complémentaires, d'autres sont contradictoires. Et donc, c'est important d'un peu définir c'est quoi la place de la psychocriminologie là-dedans, quelles sont les questions auxquelles on a des bonnes réponses et on a une bonne expertise, mais également quelles sont les questions auxquelles on n'a pas beaucoup d'expertise, puis on est mieux de laisser d'autres disciplines répondre à ces questions-là. Dans le fond, c'est un peu de connaître
ses avantages, mais aussi ses limites. Donc, euh, les objectifs de la psychocriminologie, ben, c'est de comprendre à l'aide de la psychologie, d'une part, le criminel. Donc, l'individu qui est susceptible de commettre des crimes. Et cet individu-là a un paquet de caractéristiques individuelles qui font que cet individu-là est la personne qu'elle est. Mais bref, cette personne-là a un vécu qui lui est propre. Elle a des prédispositions et un type de personnalité qui lui est propre. Donc, au niveau du vécu, cette personne-là a reçu une éducation parentale qui est unique. Elle a, au niveau même inné, là, un bagage héréditaire génétique qui lui est propre. Elle a des traits de personnalité qui lui sont propres. Peut-être que la personne a justement des troubles anxieux. Peut-être que la personne, au contraire, est plus du côté de l'antisocialité. La personne a peut-être un trouble de personnalité limite, borderline, bon, etc. Et ben, justement, ben, c'est ce type de personnalité et de prédisposition-là ben, vont affecter si cette personne-là est susceptible de commettre des crimes ou pas dans le futur. L'individu a aussi un fonctionnement intellectuel qui lui est propre, fonctionnement intellectuel qui affecte un paquet d'affaires, dans le fond, les calculs coûts-bénéfices que la personne va faire. Ça va affecter sa compréhension des signaux sociaux en situation interpersonnelle ou de séduction, si on pense à la délinquance sexuelle. euh, va affecter sa capacité de faire preuve d'inhibition dans certains moments, donc etc. Donc, cette espèce de... Chaque individu a un bagage psychologique et à la limite génétique qui lui est propre et qui va définir un peu sa tendance de base à s'engager ou pas dans la délinquance. L'autre chose qu'on doit étudier, ben, c'est le crime. Donc, c'est-à-dire qu'on doit comprendre non seulement l'individu qui commet le crime, mais également chaque délit isolément. Okay? Parce que même les plus délinquants des individus ne sont pas perpétuellement en train de commettre des crimes. Il y a des moments clés où ces individus-là, à cause de leur environnement social, à cause de stress qu'ils vivent, vont justement choisir de s'engager dans le crime. Et justement, il faut comprendre les circonstances qui entourent le passage à l'acte. Est-ce qu'il y a eu de l'influence, par exemple, de ses amis délinquants qui l'ont convaincu de s'engager dans un crime? Est-ce que cette personne-là a vécu beaucoup de colère ou de stress qui l'ont poussé à faire un passage à l'acte impulsif, puis pas contrôlé, puis très violent? Quelles étaient les motivations de la personne précédemment au passage à l'acte? Euh, Peut-être que pour vous autres en ce moment, parce que c'est ça l'affaire, c'est pas tout le monde qui a les mêmes motivations. Peut-être que pour vous autres, l'idée d'aller faire un dépanneur après le cours, c'est pas exactement là, dans vos plans, puis ça vous motive pas beaucoup. Okay? Vous avez beaucoup à perdre si vous avez un dossier criminel. Or, donc, vous avez beaucoup de choses à perdre. C'est pas motivant pour vous d'aller faire un dépanneur, mais peut-être que si vous êtes un individu qui a des problèmes de consommation, qui a vraiment besoin d'une ligne de cocaïne à l'instant, et que le 100 ou 200 dollars que vous allez faire en volant la caisse à un dépanneur, ben, ça va vous permettre de vous payer votre cocaïne quand vous êtes en période de sevrage. Ah ben là, peut-être que de faire un dépanneur, ça devient drôlement motivant. Une motivation que, je l'espère, on n'a pas en ce moment. Ceux qui sont dans la vidéoconférence avec moi. Je vais répondre à la question, ce ne sera pas long. Hein. Mais toujours est-il que, dans le fond, en gros, il faut comprendre l'individu qui commet des crimes, mais il faut aussi comprendre les circonstances qui font qu'à certains moments de sa vie, un individu a choisi de faire un crime plutôt que de ne pas en faire. J'ai une question au sujet de quel lien faites-vous entre les prédispositions génétiques et la personnalité? Là, la réponse que je vais répondre à ça est super plate et typique, puis c'est la même à quasiment toutes les affaires qu'on va voir dans le cours. C'est une interaction entre les deux. C'est-à-dire que c'est une interaction, pardon, entre la génétique et le développement. C'est-à-dire que c'est une interaction entre l'inné, votre hérédité, et l'acquis, qui est dans le fond votre éducation, votre parcours, votre vécu, dans le fond, les deux vont s'inter-influencer selon le modèle un peu stress-diathèse pour déterminer la personnalité qui va se cristalliser vers la fin ou début de votre adolescence, début de l'âge adulte, et qui ensuite influencera vos comportements dans votre quotidien. Donc, c'est vraiment, dans le fond, la génétique et l'acquis, donc le vécu, co-déterminent vos traits de personnalité. Au niveau de...
Ouais, en fait, la dernière fois dont je voulais vous parler, l'espèce de différence entre criminel et crime, c'est, voyez-le comme une genre d'onde, OK? Donc c'est-à-dire que dans une onde, tu as une longueur d'onde qui sont dans le fond une espèce de l'onde, elle oscille autour du niveau moyen, OK? Voyez un peu vos prédispositions psychologiques individuelles comme votre niveau moyen, comme votre niveau moyen. OK? C'est ce qui va déterminer votre tendance globale, genre, c'est ce qui va déterminer votre tendance globale à être à risque de s'engager ou pas dans des conduites délinquantes. Et votre environnement social va déterminer un peu l'espèce d'oscillation autour du niveau de base de votre onde. Donc, par exemple, prenons un exemple avec des affects dépressifs. OK? Il y a des personnes dont le moral général est plus bas en moyenne parce qu'ils ont des affects dépressifs importants, ils ont peut-être un diagnostic de dépression, là, etc. Ben, ça fait que par rapport, mettons, à la moyenne de la population, ces gens-là sont en moyenne, ils ont plus d'affects dépressifs et ils ont donc un moral un peu plus bas. Donc leur niveau moyen de base est plus bas que la population générale. Ceci dit, ces personnes-là ne sont pas toujours down puis malheureuses. Ces personnes-là vont avoir des moments de joie importantes, vont avoir des moments de désespoir extrême. Donc, il va y avoir des oscillations au niveau du moral autour du niveau de base qui est certes un petit peu plus bas que celui de la population générale. Et c'est un peu le même principe avec la différence entre comprendre le criminel et le crime, c'est que en comprenant les espèces de tendances générales de l'individu, on comprend le niveau de base qui peut être soit très très prédisposé à faire des crimes ou très très peu, et en comprenant l'environnement social, on comprend les facteurs qui peuvent justement tirer la personne vers un risque de commettre des crimes ou l'en éloigner. Okay? Vous pouvez avoir quelqu'un qui est très très à risque de faire un crime en moyenne, donc ça ne prendra pas beaucoup d'incitatifs pour flancher puis faire un passage à l'acte, et ça va y prendre beaucoup de facteurs de protection pour l'en éloigner. Okay? Ou à l'inverse, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup de prédispositions en termes, il a reçu une bonne éducation entre guillemets, là, peu importe ce que ça veut dire, il a reçu une éducation adéquate, au niveau génétique, ça se passe relativement bien. Donc cette personne-là n'a pas la trajectoire typique de quelqu'un qui s'engage dans le crime et va vivre des circonstances tellement élevées, puis exceptionnelles, puis difficiles qu'éventuellement, il va avoir recours à la criminalité. Donc là, dans ce cas-là, le niveau de base relativement bas, peu à risque, mais à cause de circonstances vraiment très, très problématiques, ben là, la personne s'en va vers le crime quand même. Ce dans quoi on n'est pas très bon, la psychocriminologie, c'est comprendre ce qu'on appelle la criminalité. Donc, la criminalité, c'est un phénomène social à plus grande échelle. On peut le définir comme l'ensemble des actes criminels d'une société à une époque donnée. Puis bien, comprendre les grandes tendances de société comme ça. Qu'est-ce qui explique que dans les années 80, le taux de criminalité au Canada était plus élevé que dans les années 2000, 2010 puis 2020? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'ensemble des gens dans les années 80 étaient tous plus fous qu'en ce moment? Si on se fie à leur coupe de cheveux, peut-être, mais il y a relativement peu de chances que cette explication-là soit la bonne. Au même titre, pourquoi on va dire qu'il y a plus d'homicides aux États-Unis qu'au Canada? Est-ce que c'est parce que les États-Unis sont tous fous? Probablement pas. Il y a probablement des aspects sociaux à cette explication-là. Par exemple, dans l'espèce de grosse valorisation des armes à feu aux États-Unis. C'est un facteur qui est social, qui n'est pas tant psychologique au niveau individuel. Et donc, ça explique des grandes tendances de société qui sont moins bien explicables par la loupe très, très individuelle de la psychologie. Donc, comprendre les grandes tendances de société, c'est le travail davantage de la sociologie et non de la psychologie. Et comme a déjà dit un éminent prof du département de criminologie, davantage d'orientation sociaux, ben, la personnalité criminelle est pas mal difficile à cerner dans un pays sous-développé en guerre civile où le taux de criminalité est de 50%. Autrement dit, lorsque la délinquance est la norme, ça commence à perdre de son sens d'essayer d'explorer les caractéristiques qui prédisposent des gens à commettre des crimes. La psychocriminologie, c'est un peu un luxe là, de pays développés d'Amérique du Nord ou d'Europe. L'idée, c'est qu'en moyenne, on prédit des conduites dérogatoires relativement rares. Donc, dans le fond, des crimes susceptibles de mener à une arrestation. Puis là, je ne parle pas de faire un graffiti quand vous êtes adolescent, là, je parle de trucs un peu plus graves. Donc, on prédit des conduites criminelles relativement rares en fonction de traits psychologiques ou des situations sociales autour de vous qui
qui sont très problématiques et relativement rares et qui expliquent pourquoi vous vous engagez là, justement vers le crime. Donc, dans un pays où le crime est la norme, d'essayer de cerner les traits de personnalité très, très différents de la norme qui mène au crime, ça perd de son sens. Et c'est davantage en comprenant le contexte social, par exemple, du pays où la criminalité est super élevée, que ben, on va mieux cerner le problème. C'est pas tant la job de la psychocriminologie. Petite définition de la délinquance. Ça vient du latin delinquere, commettre une faute. Et il y a deux types de définitions qu'on va voir. La version davantage légale ou sociologique, là, mais surtout légale. Donc, on va définir la délinquance comme l'ensemble des comportements qui contreviennent au droit pénal puis qui exposent les auteurs de ces comportements-là à une peine. Donc, évidemment, ça implique que la définition de la délinquance repose sur la loi et la loi, elle est faite par les législateurs. Or, donc, la définition de la délinquance est modulée par les législateurs. Selon cette définition-là, la délinquance, ben, c'est la transgression d'une norme sociale qui, justement, entre en conflit avec les intérêts de la société. Puis là, si vous êtes un petit peu plus constructiviste et de gauche, et je ne dis pas que vous ne devriez pas l'être, au contraire, vous pouvez vous demander c'est qui définit les intérêts de la société? Est-ce que les personnes qui définissent, est-ce que les législateurs, est-ce qu'ils ont vraiment les intérêts de la société à cœur, ils ont leurs intérêts personnels dans une lutte de classe, etc.? C'est une question pour un autre moment, mais c'est une question pertinente qui se doit être posée. C'est un peu la base de la criminologie constructiviste, Karl Marx et compagnie. La version davantage psychologique de la définition de la délinquance, c'est de considérer la délinquance comme un symptôme. Qu'est-ce qu'un symptôme? Ben, un symptôme, c'est une manifestation observable d'un trouble qui est latent, et un trouble latent, c'est un trouble qui n'est pas observable. Par exemple, en temps de COVID-19, prenons un exemple qui est très contemporain. Il y a un paquet de symptômes de la COVID-19. Par exemple, le plus courant, c'est d'avoir de la fièvre et d'avoir mal à la tête. Il y a également d'autres symptômes comme le fait d'avoir de la toux, de ne plus goûter votre beurre de pinot et de ne plus rien sentir, bon, etc. Et l'idée, c'est qu'il n'y a personne qui peut observer la COVID à l'œil nu. Ça prend des espèces de tests qui te rentrent des trucs très profonds dans le nez pour le faire. J'ai déjà été faire un test de dépistage COVID. Heureusement, je ne l'avais pas, mais le test il est assez élevé pour ceux d'entre vous qui l'auront déjà fait. Là. C'est comme un... En tout cas, bref. Tranche de vie, là, mais bref. La raison pourquoi tu vas te faire tester, c'est que tu as des symptômes qui suggèrent que tu as peut-être la COVID. Puis là, tu fais comme, oh boy, il faut que je me fasse tester parce que si c'est le cas, ben, il faut que je m'isole et que je prenne les moyens de me traiter qui sont appropriés parce que la COVID, paraît-il que ça rentre au poste. Or, donc, personne qui peut observer la COVID à l'œil nu, qui est un trouble latent, et on l'observe ou on le diagnostique en fonction de ces symptômes observables. Si, justement, dans le fond, le contexte dans lequel j'ai été me faire tester, c'est qu'un soir qui faisait 25 dehors, on était en plein été, je commence à avoir super froid, donc j'en déduis que je fais un petit peu de fièvre, je tousse un peu, alors là, je capote. Et ben, le lendemain matin, la fièvre est partie, mais dans le doute, tu vas te faire tester, ça prend 20 minutes. Là. Donc, j'allais me faire tester. Finalement, c'était pas la COVID. Ça a été, honnêtement, je sais pas trop quoi. Là. Une petite grippe passagère ou peu importe c'est quoi, là, une indigestion, limite. Là. Mais bref, c'était pas ça. Mais vu que j'avais des manifestations observables qui faisaient écho au fait que je pouvais avoir le trouble latent de la COVID, j'allais me faire tester. Évidemment, les symptômes ne sont pas tous pathognomoniques. Ça, c'est un mot compliqué, le pathognomonique. Mais l'idée, c'est qu'un symptôme pathognomonique, c'est un symptôme qui est exclusif d'une maladie, puis il n'y a quasiment pas de ça. Par exemple, le mal de tête, il y a à peu près 1500 maladies différentes qui peuvent occasionner un mal de tête. Regardez le patron de symptômes, et plus ça se rapproche du patron de symptômes qui évoque une maladie, plus tu commences à cerner le problème. Si tu ne goûtes plus le beurre de pinot, tu ne sens plus, tu as mal à la gorge, tu as mal à la tête, etc. Ouh, là, ça commence à être beaucoup de symptômes qui sont communs à la COVID, donc, OK? Pourquoi je parle de tout ça? Parce que la version psycho correspond, en fait, comprend la délinquance comme un symptôme. Le symptôme, c'est la manifestation observable de problèmes de personnalité ou de troubles mentaux latents. Et dans le fond, c'est ça qui est responsable de votre mauvais fonctionnement. Donc, dans le fond, la délinquance est un symptôme qui repose sur un ensemble de facteurs, donc des troubles psychosociologiques. Et justement, ces troubles psychosociologiques-là affectent votre fonctionnement dans la société.
Donc, ces facteurs psychosociaux déterminent l'intensité avec laquelle les individus s'engageront dans des activités délinquantes et va également être un déterminant de leur fonctionnement social en général. Ok? Pas juste de la délinquance, bien sûr. Si vous êtes extrêmement impulsif dans la vie, ben oui, ça pourrait affecter votre risque de vous engager dans des conduites délinquantes, mais ça va affecter votre vie au complet de par les décisions impulsives que vous allez prendre. Donc voilà. Comme j'ai dit tantôt, la psychocriminologie, c'est une des disciplines parmi toute la poutine de disciplines qui constituent la criminologie. Donc, on va un peu regarder c'est quoi les différentes perspectives en criminologie, puis où on se situe là-dedans avec la psychocriminologie et qu'est-ce que la psychocriminologie emprunte aux autres disciplines. Donc, première conception, la conception biopsychologique, qui prétend que les comportements délinquants sont dus à des facteurs organiques, biologiques, génétiques. Et ça nous vient de ce bon vieux Lombroso. S'il y en a qui ont déjà vu Lombroso dans un autre cours des criminaux, écrivez oui dans le chat. On va regarder ça. On va faire un petit peu l'interaction autant que je peux m'en permettre, là, mais s'il y a des gens qui... Yes! On a des professionnels qui ont déjà vu Lombroso. Donc, comme a déjà dit ce cher Maurice Cusson, un des grands classiques de la criminologie francophone, Lombroso est considéré par plusieurs le père de la criminologie. Et c'est bien parce que c'est Lombroso, le père de la criminologie, qu'on considère sérieusement le patricide, donc le désir de tuer son père, qu'on va voir dans la théorie freudienne. Là. Mais l'idée, c'est que c'est malheureusement le père de la criminologie, mais c'est pas un très bon père. Il était un peu maltraitant puis frauduleux intellectuellement. Okay? Donc, on va voir la théorie de Lombroso rapidement et je vais expliquer pourquoi c'est un mauvais père de la criminologie. Donc, selon Lombroso, la délinquance forte, et pas la délinquance comme légère, là, comme le fait de faire un graffiti ou de fumer un joint, ben là c'est rendu légal, là, mais en tout cas, quand vous êtes ado, à mon époque c'était illégal de fumer un joint quand j'étais adolescent, là, c'est ce qui me donne une idée sur mon âge, mais pas tant que ça parce que la légalisation est récente. Bref. La délinquance de carrière, les délinquants vraiment prolifiques qui font des trucs élevés, selon Lombroso, ça a une composante biologique qui explique justement leur implication dans une carrière criminelle importante. Selon Lombroso, justement, ces gens-là ont été victimes d'atavisme. L'atavisme, c'est comme une genre de régression évolutive, c'est-à-dire que l'humain évolue, part du singe, là, il se développe de plus en plus, il devient l'homo sapiens, puis l'homo sapiens sapiens, puis etc. Et malheureusement, par atavisme, par régression évolutive, il y en a qui ont pris une mauvaise branche et qui sont un peu retournés vers le singe. Okay? Et c'est justement les gens qui sont victimes d'atavisme et dans le fond qui ont pris une mauvaise branche de l'évolution se rapprochent du primate et cette espèce, c'est cette régression évolutive-là qui explique l'implication de ces gens-là dans la délinquance. Okay? Et à cause du fait qu'ils sont victimes d'atavisme, ils ont des caractéristiques physiologiques observables et mesurables qui, justement, vont nous indiquer que, justement, ces gens-là sont victimes d'atavisme. Donc, là, Lombroso va dire, par exemple, si on le crâne d'une certaine forme, ça, c'est nécessairement qu'il retourne vers le singe. Si on des gros nez longs, ou des gros doigts, ou des grosses mains, ou je ne sais pas trop quoi, ça, c'est des symboles, c'est des signes d'atavisme. Fait que là, Lombroso va aller dans les prisons, va prendre les délinquants de carrière, va mesurer un paquet de caractéristiques physiologiques, longueur des mains, du nez, forme du crâne, etc. Et va après ça mesurer les mêmes caractéristiques chez la population générale et va identifier une série de caractéristiques qui va juger être des manifestations observables de l'atavisme. Le problème, c'est que, son premier échantillon, il va trouver ça. Les échantillons d'après n'obtiendront pas les mêmes résultats parce que, dans le fond, ce n'est pas une théorie qui fonctionne. Lorsque les gens vont essayer de répliquer ces expériences, ça ne fonctionnera pas. Or, donc, sa théorie n'est pas validée empiriquement, mais lui, plutôt que de juste dire « Ah, ben écoute, je pensais que j'avais trouvé de quoi, puis là, j'essaie de le répliquer, puis ça ne fonctionne pas. Donc, c'est peut-être que ça ne marche pas finalement. Tu sais, quelqu'un qui serait scientifiquement honnête dirait je pensais qu'il y avait de quoi, finalement, c'est un hasard, il n'y a rien. Tu sais. Au lieu de faire ça, va plutôt
commencer à faire de la fraude de données, trafiquer ses données, rajouter des pages à son livre plutôt qu'en enlever, et de sorte que son œuvre va devenir essentiellement de la fraude scientifique et un truc apparemment relativement incompréhensible à la fin. C'est-à-dire que la première version du livre Criminal Man de Lombroso avait genre 100 pages, puis la dernière en avait 1000, quelque chose de même. Donc, malheureusement, Lombroso, c'est pas exactement le père qu'on souhaite, mais c'est le père qu'on a. Ceci dit, l'idée qu'il y a des facteurs innés, génétiques, héréditaires associés à la délinquance, c'est vraiment pas si con que ça. Ça a juste à donner que Lombroso, c'est un fraudeur scientifique, malheureusement. Mais l'idée qu'il y a des facteurs génétiques innés associés à la délinquance, ça a bien de l'allure. Okay? Et il y a des trucs qui demeurent aujourd'hui et qui sont très, très pertinents, même dans la version plus moderne de la criminologie de nos jours. Il y a Isaac, qui est un des célèbres psychologues qui a un peu parti le bal par rapport aux grands traits de personnalité, qui nous parlait d'introversion et d'extraversion. Donc, je vous explique rapidement c'est quoi les deux. Dans le fond, il y a un continuum par rapport à si vous êtes introverti ou extraverti. Vous êtes en quelque part sur le continuum. Vous pouvez être plus extraverti, plus introverti, un peu entre les deux. Bon, bref. L'idée derrière ça, c'est que l'introversion, c'est que vous êtes quelqu'un qui aime les activités un peu moins extrêmes, plus calmes. Vous préférez les petits groupes où être seul aux grands groupes où il y a beaucoup de bruit. Essentiellement, vous êtes plus introspectif, plus réflexif et essentiellement, vous vous nourrissez d'énergie quand vous êtes seul. S'il faut que vous soyez en gros groupe dans des endroits très animés, ça va vous drainer votre énergie. Et de là, enfin, revenir chez vous, puis prendre un petit moment pour décompresser, ça va vous redonner de l'énergie. Les gens plus extravertis, c'est l'inverse. C'est des gens, justement, qui se nourrissent d'être dans des situations très, très actives, dans des grands groupes, dans des parties, dans du travail avec beaucoup de personnes en même temps, des travaux collaboratifs. Donc, c'est des gens qui préfèrent des activités d'intensité vraiment plus élevées, qui préfèrent les gros parties à des soirées plus calmes, etc. Puis, ben, l'idée, c'est que Eysenck propose une explication biologique à si vous êtes plus extraverti ou introverti. Euh, Selon lui, il y a des assises génétiques à ça, et les extravertis, essentiellement, seraient des gens qui ressentent moins les choses en moyenne. Okay? Donc, ça serait des gens qui, leur seuil de sensation est plus élevé. Ça leur en prend plus pour ressentir la même chose que la moyenne des ours. Donc, et ça, il y a des études super intéressantes en psychopathie qui font référence à ça. Et c'est justement le fait que c'est une expérience à partir de laquelle on donne progressivement du voltage à des gens. Puis on commence avec un voltage que tu ne peux pas sentir. Puis on augmente progressivement par des bonds de, mettons, 1 volt, jusqu'à temps que là, la personne fasse comme Ah, j'ai senti un petit picotement dans mon doigt avec le voltage. Et dans le fond, on demande à la personne de dire à partir de quand tu sens un petit picotement, et là, on dit, bon, voilà, ça a pris, on va dire, 5 volts pour que la personne sente quelque chose. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand on compare des personnes qui sont diagnostiquées de psychopathie, l'espèce de super personnalité délinquante, quand tu compares des psychopathes à des gens de la population générale, les psychopathes, ça leur prend plus de voltage pour sentir quelque chose, ce qui irait là, de pair avec l'extraversion, et les psychopathes sont extrêmement extravertis en général, ils sont très, très charmeurs. Et donc, l'idée, c'est que ces gens-là, ça leur en prend davantage pour ressentir quelque chose. Or, donc, se tournent vers justement des activités qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de stimuli sensoriels parce que ça leur prend ça pour ressentir la même chose que tout le monde. Il y en a que ça leur prend une petite bière ou deux, puis des jeux de société avec 3 amis pour avoir le bonheur total. Il y en a que ça leur prend un bar bien plein avec plein d'alcool, de la cocaïne, puis bon, etc. Et donc, c'est pas tout le monde, ça leur prend la même quantité de sensations pour avoir le même niveau de plaisir. Et ça, justement, les personnes extraverties, ça leur reprendrait plus que la moyenne des ours pour ressentir la même chose, et or donc se tourneraient naturellement vers des activités plus intenses en gros groupes très bruyantes. Et évidemment, dans ce contexte-là, la délinquance est évidemment une forme d'activité extrême en termes de sensations. T'sais. Et ça serait une des raisons pour laquelle certaines personnes s'engageraient dans des conduites délinquantes, juste le désir de sentir quelque chose parce qu'au neutre, ils ne ressentent rien.
Ensuite de ça, il y a certains chromosomes qui ont été associés à de l'agressivité, le fameux syndrome XXY ou XYY, qui est associé à davantage de risques d'avoir des comportements violents, de commettre des agressions sexuelles, etc. Donc, il y a un aspect génétique encore une fois. Le quotient intellectuel dont j'ai parlé rapidement tantôt est quelque chose qui est fortement génétiquement déterminé. Or, le QI a quand même pas mal de liens avec certains aspects de la délinquance, pas tous, mais certains. Et finalement, l'hérédité génétique là, en général. Euh, dans pas mal l'ensemble des études, on obtient que le fait d'avoir un parent qui est impliqué dans la délinquance, c'est un facteur de risque pour vous de plus tard vous engager dans des conduites délinquantes. Là, le problème, c'est de différencier qu'est-ce qui est dû à l'éducation et qu'est-ce qui est dû à l'inné. Est-ce que c'est le fait que vous partagez des gènes avec vos parents délinquants, donc vous avez peut-être des gènes délinquants? Il n'y a pas un gène de la délinquance, là, vraiment pas. Comprenez-moi pas mal, là, mais bref, est-ce que c'est le fait de partager des gènes potentiellement délinquants avec vos parents qui fait que vous allez vous tourner vers la délinquance ou c'est simplement d'avoir eu l'éducation parentale fournie par vos parents qui ont peut-être des valeurs délinquantes qui est vraiment explicatif? Donc, c'est-tu de l'inné ou c'est de l'acquis? Puis ça, c'est la grande question. Et c'est une grande question pour le fun, là, écrivez dans le chat qui pense que c'est plus inné, qui pense que c'est plus acquis. Là. Mettons que tu avais à déterminer un des deux. Là. Okay. C'est exactement ce que je pensais, merci. C'est quasiment tout le monde dit acquis, c'est l'éducation. Okay. Ben, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Okay. C'est soit 50-50, soit plus inné que acquis. Puis là, comment on peut savoir ça? C'est très rassurant en tant que société de se dire c'est de l'acquis. Parce que quand on a quelqu'un qui fait des comportements délinquants importants, on se dit c'est parce qu'on a mal, en tant que société, en tant que parent, on a mal fait son éducation. Puis si on l'avait mieux fait, on aurait évité le problème. Il y a une solution claire qu'on peut prendre pour éviter ça. Et si c'est principalement inné, il n'y a rien que tu peux faire. OK? Euh, donc, c'est très rassurant en tant que société de se dire que c'est beaucoup de l'inné et pas de l'acquis. Beaucoup de l'acquis et pas de l'inné, pardon. Ceci dit, il y a des études extrêmement pertinentes qui nous permettent un peu de départager ça. C'est les fameuses études de cohorte de jumeaux identiques séparés à la naissance. Là, vous êtes comme, attends une minute, là. Une étude de cohorte de jumeaux identiques séparés à la naissance. Hey, ça court pas les rues, là, des jumeaux identiques séparés à la naissance. Mais, il y a quand même des études qui ont regardé, là, je pense, sur environ 1 millier d'individus, donc 1 millier de jumeaux identiques séparés à la naissance, comment ces personnes-là qu'est-ce qu'ils sont devenus plus tard. Parce que si c'est des jumeaux identiques, c'est donc qu'ils ont exactement le même code génétique. Donc, l'inné est pareil. Il est pareil, pareil, pareil. Et s'ils sont séparés à la naissance, ça veut dire que leur milieu éducatif est complètement différent, right? Donc, l'acquis est complètement différent. Et là, justement, on prenait ces jumeaux-là identiques séparés à la naissance, puis on observait qu'est-ce qu'ils sont devenus plus tard, est-ce qu'ils sont engagés dans le crime ou pas, quel genre de job ils ont préféré prendre, c'est quoi leurs intérêts, leurs loisirs, bon, etc. Puis, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que malgré des éducations complètement différentes, ces gens-là finissaient dans les mêmes endroits. Tu avais peut-être, même si tu avais un jumeau identique qui avait eu une éducation exemplaire qui devrait t'éloigner de la délinquance, par rapport à un autre qui aurait une éducation plus problématique, ben les deux finissaient quand même dans la délinquance. Puis ils comparaient justement en termes statistiques la proportion de ça qui était dû à l'inné et la proportion qui était due à l'acquis. Et contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement, et je te cet avis-là avant d'entendre parler de ces études-là, environ 60% de l'explication de notre personne, de notre personnalité, de nos comportements serait inné et il y aurait environ un 40% d'acquis qui est dû au vécu par l'éducation. Là, je ne suis pas en train de dire de il n'y a, plus rien à faire, tout est inné. Au contraire, c'est 60-40. L'éducation est quand même extrêmement importante. Peut-être justement qu'une bonne éducation est ce qui va faire qu'une personne qui a des prédispositions génétiques à la délinquance va quand même pas s'engager dans la délinquance. Quelqu'un qui dit que les jumeaux identiques séparés à la naissance ont quand même tous les deux été probablement abandonnés à la naissance. Effectivement, il faudrait que je lise l'étude. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Comment ils ont trouvé ça, des jumeaux identiques séparés à la naissance? La question se pose. Mais bref, on est plus dans le domaine du 50-50 par rapport à la proportion innée-acquis
que c'est quasiment tout de l'inné, c'est quasiment tout de l'acquis, pardon, et très, très peu d'inné, comme on pourrait croire intuitivement. Ceci dit, on ne comprend pas très bien comment la génétique influence les comportements. C'est une science qui est très embryonnaire. Donc, c'est amené à se développer dans les prochaines décennies à la limite. Ça demande des designs expérimentaux qui sont super complexes. Deuxième, il y a quelqu'un qui veut poser une question par rapport à l'introversion-extraversion puis qui voudrait allumer son micro. Là, je vais essayer voir si. Y a-t-il moyen que je fasse ça? Attends. Je pense que ça ne sera pas possible, mais je vais essayer. Donc, Christine. OK. Là, je vais essayer de démuter Christine. C'est la première fois que j'essaye en temps réel de démuter du monde. On va voir si ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, OK. parfait. Dans le fond, vous avez parlé que les psychopathes sont plus comme extravertis puis tout ça. Mais en fait, je vous contredis pas, c'est juste qu'on m'avait dit dans un autre cours qui était plus comme narcissique puis un peu plus antisocial. Fait que je me demande, est-ce que les deux comme idées Oui. sont bonnes? Ah oui, tout ça va ensemble. Exactement, tout ça va ensemble parce qu'en fait, l'extraversion-introversion, c'est un trait de personnalité, mais c'est pas un trouble de la personnalité tel que défini, mettons, par le DSM. Euh, les psychopathes, si on veut les définir par le DSM, on dirait qu'ils sont antisociaux et narcissiques, exactement comme tu as dit. Et les personnalités antisociales et narcissiques sont extrêmement extraverties. C'est ceux qui sont le plus loin sur le continuum de l'introversion-extraversion. Tandis qu'il y a des personnalités plus dépendantes, évitantes, obsessionnelles compulsives, vont être davantage repliées sur eux-mêmes et introvertis. Donc, tu viens de nommer deux types de personnalités qui sont super extravertis. Donc, tout fit. OK, parfait. Merci. De rien. Hey, puis c'est le fun au bout d'allumer des micros. OK. Là, je vais te remuter. Puis dans le fond, s'il y a d'autres personnes qui veulent absolument poser une question, je vais essayer de maîtriser l'ouverture de micro. C'est nouveau pour moi, mais je trouve ça le fun au bout. Donc, deuxième conception, c'est la conception psychanalytique, qui nous dit essentiellement que les expériences à l'enfance sont fondamentales pour déterminer la personnalité future. Donc, c'est que les expériences, surtout l'interaction parent-enfant puis l'éducation parentale, qui sont primordiales. La psychanalyse nous dit que les instances psychiques, soit le moi et le surmoi, vont se développer en fonction des expériences parentales durant la phase orale, anale, phallique. On va tout voir ça lors du prochain cours. Et justement, la solidité des instances psychiques, donc du moi et du surmoi, permettent de gérer les demandes de gratification immédiate pulsionnelle du ça. Donc le ça, il veut faire des choses violentes et sexuelles tout le temps en pensant pas euh, au contexte social, en pensant pas au fait de retarder la gratification, etc. Puis là, tu as le moi et le surmoi là, qui sont dans une lutte perpétuelle pour empêcher les demandes enfantines de gratification du ça d'obtenir accès à la conscience. On va tout voir ça en détail, c'est correct si vous n'avez pas tout compris en ce moment, là, ça viendra. Mais bref, la solidité des instances psychiques, donc du moi et du surmoi, sont fonction des expériences de développement et de l'interaction avec les parents. Et justement, si le moi et le surmoi est solide et développé en fonction de bons modèles, etc., ben, ça permet de gérer les demandes de gratification du ça. Donc, ça permet de retarder la gratification des pulsions, ça associe un meilleur contrôle de soi, etc., et donc de s'éloigner de la délinquance. Selon la conception psychanalytique, chaque potentiel passage à l'acte est le résultat de conflits psychiques où s'opposent les instances que sont le ça, le moi et le surmoi. J'ai une question j'ai Marilyn qui me demande qu'est-ce que le moi et le surmoi. On va tout répondre à ça dans le cours sur la psychanalyse, donc en l'occurrence le prochain cours. Pour ceux qui l'ont déjà vu, tant mieux, mais ça viendra. Et j'ai groupé dans le cadre du cours les théories de l'attachement avec les théories psychodynamiques ou psychanalytiques, c'est la même chose. Simplement parce que c'est deux théories qui sont vraiment centrées sur le développement de l'enfant en interaction avec les parents pour expliquer la personnalité future. Et les théories de l'attachement, même si ce ne sont pas psychodynamiques là, dans leur façon de concevoir le monde, les deux théories disent que les relations parents-enfants vont servir de modèle à la personne pour gérer ses relations interpersonnelles futures. Okay? Et donc, ça va de pair, ces deux genres de théories-là. Donc, on les verra lors des deux prochains cours. Troisième approche, c'est l'approche phénoménologique, qui est très courante en criminologie plus constructiviste
et que ça nous dit un peu, là, c'est bien beau d'essayer, pardon, de prédire des affaires avec d'autres affaires, puis d'essayer d'avoir des théories qui disent que facteur 1 explique facteur 2, qui lui explique facteur 3. Mais là, on peut-tu laisser ça de côté, laisser ça, ces approches quantitatives-là de côté, puis on peut-tu, de façon très qualitative, demander aux personnes comment ils ont vécu ça? C'est quoi les expériences subjectives des personnes qui ont commis des crimes? Donc, on comprendre la commission de crime du point de vue du sujet, comment toi tu as vécu ça. Là, laisse les théories de côté, puis parle-moi de ton vécu à toi. C'est un peu humaniste là, comme approche. Euh, et dans l'approche phénoménologique, le choix et le libre arbitre est fondamental. C'est très existentialiste comme façon de voir les choses. C'est-à-dire que on a la bonne vieille phrase de Jean-Paul Sartre, c'est ça, Sartre, bref, qui dit l'existence précède l'essence. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous n'avez pas votre essence qui est comme quelque chose qui vous définit et qui va affecter d'une façon prédéterminée chacun des choix que vous allez commettre. Vous allez, en tant qu'individu, être mis devant des choix importants, fondamentaux, et là, vous pouvez prendre deux, trois branches. Vous avez plusieurs choix possibles, par exemple, passage à l'acte ou ne pas passer à l'acte, laisser ou ne pas laisser un conjoint ou une conjointe avec qui vous êtes, aller en appart ou pas, bon, peu importe, s'inscrire à l'université ou pas. Bref, dans la vie, il y a un paquet de choix importants que vous allez devoir faire. Et il y a, ces choix-là ne sont pas prédéterminés. C'est vous, dans la situation, qui devez faire un choix. Et les choix que vous allez faire durant ces situations-là qui sont importantes, c'est ça qui va vous définir en tant que personne. OK? Et donc, le libre arbitre est fondamental pour l'approche phénoménologique. C'est vraiment de dire que euh, les personnes se définissent en fonction de leur choix. Il y a un choix qui précède tout potentiel passage à l'acte. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'individu, le processus qui l'a amené à commettre un crime ou pas. Et ça, c'est pas en faisant des théories avec des facteurs qui prédisent d'autres facteurs qu'on va le prédire. C'est vraiment en demandant à la personne comment que cette personne-là l'a vécu. Il y a des grands psychologues, par exemple, pour ceux qui ont déjà vu Skinner, donc celui qui est responsable du conditionnement opérant. Il y a le conditionnement classique de Pavlov, le conditionnement opérant de Skinner, le renforcement-punition. Skinner disait que le choix est une illusion. Okay? Personne ne fait des vrais choix dans la vie. On a juste l'illusion de faire un choix. Notre éducation va cristalliser des traits de personnalité, des façons d'être qui, en réalité, vont prédéterminer toutes les réponses qu'on a à donner aux choix qui nous sont présentés. Puis justement, on a juste l'illusion d'avoir fait un choix. La réponse était déjà programmée en quelque part dans notre bagage. Pas nécessairement génétique, là, aussi acquis. Mais selon Skinner, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix. Tout est question d'éducation qui te conditionne à prendre une réponse euh, euh, face à un choix potentiel. Tandis que ceux qui promouvoient l'approche phénoménologique sont vraiment dans le libre arbitre. Chaque moment, chaque choix est important et te définit comme personne. Et justement, ce choix-là n'est pas prédéterminé. Olivier Gagnon pose la question, un peu comme l'expérience de Milgram. Euh, c'est dur à dire, puis ça, on va parler de Milgram en psychosocial. Mais la conclusion de Milgram, puis là, je vous vole le spoiler d'un cours qu'on va donner dans 12 semaines à peu près, là, mais grosso modo, la conclusion de Milgram, c'est qu'en général, les gens obéissent à l'autorité, en général. C'est comme ça. Il n'y a pas de caractéristiques personnelles qui font que tu n'obéis pas à une autorité injuste. C'est vraiment comme distribué aléatoirement dans la population. Mais on y reviendra. On y reviendra. Conception numéro 4, celle de l'apprentissage social. Donc, la conception de l'apprentissage social postule que les comportements délinquants sont essentiellement liés à l'apprentissage en présence de pairs potentiels, des pairs délinquants. Donc, à force de vous tenir avec des gens qui sont impliqués dans des modes de vie délinquants, ben vous allez apprendre des techniques criminelles, vous allez vous identifier à ces gens-là, vous allez vivre des expériences positives avec ces gens-là en ayant développé un sentiment d'appartenance, etc., que peut-être que vous n'avez pas à l'école parce que ça se passe difficilement, mais que les gars de gang avec qui vous chillez au coin de votre rue après l'école, eux autres,
ils vous écoutent, ils vous reconnaissent comme personne, ils vous donnent de l'appartenance. Là, il y a aussi des gens que leur processus de recrutement, c'est de donner des faux sentiments d'appartenance pour accrocher les gens, là, mais bref. Mais l'idée, c'est que à force de vous tenir avec des pairs délinquants qui vont euh, vous exposer à des modèles délinquants, qui vont vous renforcer de vous tenir avec eux et qui vont vous apprendre des techniques et des valeurs délinquantes, ben, ça va justement vous prédisposer à vous engager dans des conduites délinquantes. Quand on regarde les études empiriques qui euh, évaluent, évaluent un peu l'espèce d'efficacité prédictive de chacun des facteurs de risque. On sait que la délinquance est déterminée par un paquet d'affaires. De l'inné, de l'acquis, de la maltraitance, de l'impulsivité, bon, etc. Puis on peut comparer l'espèce d'efficacité prédictive de ces différents facteurs de risque-là et le facteur de risque d'être entouré de pairs délinquants, de se tenir avec des pairs délinquants, c'est, je crois, le meilleur facteur de risque parmi l'ensemble des facteurs de risque de la délinquance. Donc l'apprentissage social est fondamental. Et pour ceux, il n'y a pas juste les psychologues qui parlent de ça, il y a aussi des sociologues. Donc, pour tout ce qui est des trucs de Sutherland, c'est dans la dynamique et la discipline de l'apprentissage social. Ensuite, il y a l'approche psychopathologique, dans le fond, l'approche des troubles mentaux et des troubles de la personnalité tels que définis par le DSM-5 ou l'ICD-10. Donc, beaucoup des trucs liés à la psychiatrie. Euh, Dans le fond, ça postule, et ça a un lien là, avec l'espèce de définition psycho de la délinquance. Donc, ça dit justement que la délinquance, c'est un symptôme observable dont la cause réelle est les troubles mentaux. Là, il y a un paquet de types de troubles mentaux qui sont définis par le DSM. Il y a des troubles développementaux, donc TDAH, autisme, troubles des conduites, etc. Euh, il y a également des troubles de la personnalité, donc personnalité antisociale, état limite borderline, paranoïaque aussi qui est associé au crime. Et il y a en plus de ça tout le reste des troubles mentaux, donc les paraphilies sexuelles, sadisme sexuel, pédophilie évidemment, des troubles de l'ordre de la schizophrénie, des troubles de consommation de substances, par exemple, d'être addict à certaines drogues. Et donc, oui, indirectement, le syndrome de Stockholm, c'est également un trouble mental, le syndrome de Stockholm. Mais toujours est-il que la délinquance, telle que définie par l'approche psychopathologique, euh, dans le fond, c'est un symptôme, c'est une des nombreuses manifestations observables dans votre vie de la cause réelle de vos problèmes, soit des troubles mentaux, qu'il est possible de traiter avec de la médication, mais également par des psychothérapies appropriées. Ensuite, il y a l'approche sociologique qui étudie les processus sociaux qui sont impliqués dans le développement de la délinquance, par exemple le lien entre la pauvreté et la délinquance, le lien entre certains clashs de culture, d'immigration ou même des clashs ethniques. Là, puis on est en plein Black Lives Matter, donc c'est quelque chose qui est particulièrement pertinent. Euh, il y a également le phénomène de l'anomie de Merton. Pour ceux qui ont déjà vu l'anomie de Merton, c'est une théorie que je trouve bien attachante. Il y a des gens qui l'ont déjà vu, dites oui dans le chat. Oh, il y en a moins cette fois-ci. Il y a moins de oui que tantôt. Mais bref, j'espère que je ne vais pas la massacrer. Là. Voir en sociocriminaux, ouais, c'est là, que j'ai vu ça moi aussi. Mais grosso modo, l'anomie de Merton, c'est que pas mal tout le monde dans la société veut vivre son American Dream, c'est-à-dire avoir une petite maison en banlieue, un chien, un chat, deux, trois enfants, une belle voiture, la piscine creusée, name it. Donc tout le monde veut son American Dream et pour vivre son American Dream, ça prend du gros cash, ça prend de l'argent. Et malheureusement, il y a des gens qui, de par leur position sociale, n'ont pas le luxe d'avoir un emploi payant qui leur permet de réaliser leur American Dream. Ils aimeraient ça, mais ils ont vécu dans la pauvreté, ils ont vécu avec des parents qui valorisaient pas l'école, fait que c'est des décrocheurs précoces, etc., etc., etc. Résultat, ils n'ont pas les diplômes et l'expérience de travail qu'il faut pour avoir des emplois payants pour se payer leur American Dream. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers des moyens alternatifs dits originaux euh, de faire suffisamment d'argent pour se payer un American Dream, donc commerce de stupéfiants, etc. Euh, donc,
Dans le fond, c'est ça. Fait que l'approche sociologique, ça vient un peu regarder les facteurs de l'environnement social qui sont, entre autres, les pères délinquants, mais également plus l'espèce de contexte social dans lequel tu te trouves en tant qu'individu. Puis je veux dire, c'est la réalité qu'on n'a pas tous euh, la même chance de départ quand on commence sa vie. Il y en a qui l'ont bien facile, qui vivent qui naissent dans un milieu avec des parents super bien intentionnés, qui s'adonnent à être fortunés, qui, bon, etc. Là, tu sais, c'est un peu des privilèges aussi, là, comme c'est un peu ça aussi. Là. Il y a des gens qui naissent avec bien plein de privilèges, qui vont voir que leur vie va être un petit peu plus ou beaucoup plus facile que des gens qui ont malheureusement moins de privilèges. Euh, un aspect important dans l'approche sociologique, c'est le contrôle social. L'approche sociologique ne veut pas juste comprendre pourquoi il y a des gens qui commettent des crimes, elle veut comprendre pourquoi les gens se retiennent d'en commettre ou n'en commettent pas. Et ça se fait via le contrôle social qui peut être formel ou informel. Le contrôle social formel, c'est relativement simple. C'est tout ce qui est le dispositif officiel de l'État pour dissuader les gens de commettre des crimes. Donc, les sanctions légales, les lois, le fait que la police peut sonner chez vous si vous êtes coupable d'un crime, etc. Et il y a le contrôle social informel qui réfère à l'internalisation de valeurs et de normes sociales qui vont vous dissuader de faire des comportements délinquants. Par exemple, dès la tendre enfance, on apprend aux gens que la violence physique n'est pas une façon, la violence en général n'est pas une façon de régler ses différends, ses problèmes. Il faut davantage discuter, etc. Il ne faut pas en venir au point. Donc, vu que vous voulez vous conformer à cette éducation-là, puis au modèle que vous avez internalisé lors de votre développement, ben, vous n'aurez pas recours à la violence, même si dans une situation X, vous êtes bien fâché. À l'inverse, peut-être que si vous êtes dans un groupe de douchebags qui valorise le fait que cogner quelqu'un avec les poings dans un bar, c'est une bonne façon d'assouvir son autorité puis de montrer à tout le monde que vous êtes un mâle alpha, ben, peut-être que si vous souscrivez à ce genre de cognition-là, de valeurs-là, ben, au contraire, si quelqu'un vous fait chier, vous allez vite en venir au point pour prouver à tout le monde que c'est vous le boss site. Okay? Ce qui nous mène au modèle probabiliste de la délinquance, qui est un genre de modèle qui intègre un peu les différentes approches, qui emprunte un peu à tout le monde et qui dit un peu comment on fonctionne en psychologie ou en psychocriminologie pour prédire des comportements. Parce que on n'est pas complètement déterministe, on n'a pas une boule de cristal qui nous permet de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur de cette personne-là. Okay? Donc, il y a plusieurs influences au modèle probabiliste. Donc, le modèle psychocriminologique probabiliste de la délinquance reconnaît un paquet d'influences qui peuvent mener au comportement délinquant. Et ça, c'est notamment ce qu'on vient de voir. Donc, il y a l'influence biopsychologique, donc l'influence de l'hérédité de l'inné. Au niveau psychanalytique, on a l'influence de l'éducation et du développement lors de l'enfance, de l'éducation parentale, etc. Donc, ça, c'est essentiellement de l'acquis de votre vécu. Théorie de l'attachement, même chose. On a l'approche phénoménologique qui nous rappelle l'importance du moment où vous faites un choix et du libre arbitre. Et ceux qui sont 100% dans l'approche phénoménologique pure vont dire il n'y a que du libre arbitre, aucune influence. C'est un peu l'approche du choix rationnel qui nous dit que, dans le fond, tout le monde dans la société fait des choix qui leur semblent les plus optimaux dans la situation dans laquelle ils sont plongés. Et il n'y a aucune différence psychologique entre ceux qui commettent des crimes et ceux qui n'en commettent pas. Okay? C'est-à-dire que ceux qui commettent des crimes, c'est juste des gens qui, les décisions optimales qu'ils ou elles prennent, s'adonnent à mener au crime parce qu'ils sont dans des situations qui sont particulièrement dans des situations sociales qui sont super problématiques. Ça, c'est ceux qui sont 100% dans l'approche phénoménologique du choix rationnel. Mais en psychocriminologie, on a une version nuancée de ça. C'est-à-dire qu'on reconnaît le moment où l'individu doit faire un choix et doit faire preuve de libre arbitre. Ceci dit, on est conscient que le libre arbitre et le choix que va prendre la personne est influencé par un paquet de facteurs psychologiques, de traits de personnalité, etc., qui va influencer le choix selon un modèle probabiliste. C'est l'aspect important probabiliste, on va y revenir. Au niveau de l'apprentissage social, la psychocriminologie reconnaît l'influence des pairs et du groupe social dans le fait d'aller ou pas vers des conduites délinquantes. On reconnaît l'importance des troubles, des différents troubles mentaux et de personnalité.
Donc, essentiellement, les troubles mentaux et de personnalité, c'est des prédispositions psychologiques qui sont construites d'une part avec la génétique, mais votre développement. Je l'avais dit tantôt, la personnalité, c'est un mixte, une influence commune de l'inné et de l'acquis. Et donc, ils vont influencer les choix que vous allez prendre, si on se réfère à l'approche phénoménologique, mis dans des situations particulièrement à risque. Et finalement, on a l'approche sociologique qui nous rappelle de considérer d'autres facteurs de l'environnement social en plus de l'influence des pairs, pauvreté, etc. J'ai parlé de probabiliste ou de probabilisme, et ça, c'est super important dans le contexte du cours. C'est-à-dire que la psychocriminologie souscrit quand même à une forme de déterminisme. Là, les gens vont faire comme déterminisme, c'est un mot du diable que juste les gens de droite là, prononcent. Là. Mais là, capotez pas, là, le déterminisme, c'est pas si pire que ça. Okay? On n'est pas dans Minority Report qu'on peut prédire l'avenir. C'est vraiment pas ça. Okay? Donc, le déterminisme, ça prétend essentiellement que la succession des événements et des phénomènes, c'est dû au principe de causalité. Puis le lien qui explique ça, il peut être décrit par une loi physico-mathématique qui fonde le caractère prédictif de ces derniers. Là, c'est beaucoup de mots qui ne veulent pas dire grand-chose, mais la version simple de ça, dans le fond, le déterminisme, ce que ça dit, c'est qu'on croit être capable de prédire des affaires à partir d'autres affaires qui se sont déjà passées. Okay? La loi de la gravité, c'est du déterminisme. Si je prends un objet, mon cellulaire, et que je le lâche, il va tomber relativement vite et à la verticale par terre jusqu'à temps qu'il se fracasse. Je ne vais donc pas le faire. Mais l'idée, c'est que la loi de la gravité, ben, on a observé que quand tu lâches des affaires dans les airs, elles tombent par terre. Et donc, on a fait une loi mathématique avec ça qui nous permet de prédire qu'est-ce qu'il se passe quand tu échappes des choses par terre. Okay? Que tu te lances d'un building, peu importe. C'est un peu trash le dernier exemple, désolé. Mais toujours est-il que le déterminisme, c'est un mot qui est souvent vilifié, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable de prédire des choses en fonction d'autres choses. Puis là, c'est évident, dans le cas de la loi de la gravité, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. La loi de la gravité s'applique pas mal tout le temps de la même façon pour tout le monde, sauf si pour les physiciens d'entre nous, nous diront que si tu vas à la vitesse de la lumière, ça commence à pas marcher. Mais tant qu'on n'est pas à la vitesse de la lumière, la gravité, c'est super fiable. Okay? Merci Josiane, tu poses une excellente question, nous y reviendrons. En plus, ça tombe dans mon domaine, ça me rend très heureux, mais je veux juste finir sur mon déterminisme probabiliste. L'idée, c'est que le déterminisme qu'on adopte en psychocriminologie n'est pas absolu. Okay? J'ai beau avoir la personne qui a tous les facteurs génétiques pour la prédisposer au crime puis qui a reçu la pire éducation possible, je ne connais pas son avenir. Même si cette personne-là a beaucoup de chances de commettre des crimes dans le futur, c'est pas 100% certain qu'elle va le faire. Okay? Et donc, on n'a pas de boule de cristal qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans le futur. On spécule en termes de probabilité. On va dire que Stéphane a 5 fois plus de chances de s'engager dans un mode de vie délinquant que Stéphanie. Okay? Ou les psychopathes, on va dire 7 fois plus de chances que les gens de la population générale qui sont non psychopathes de s'engager dans une trajectoire de conduite criminelle. Okay? Et même la personne qui a tous les facteurs de risque possibles pour être délinquant, ben, peut-être que demain, il va pogner un accident d'auto et qu'il va virer quadraplégique. Que quand tu es quadraplégique, ben, commettre des crimes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, l'idée, c'est que le déterminisme n'est pas absolu, il est probabiliste. On compare les probabilités que des individus similaires ou différents s'engagent dans le crime. Okay? Donc, on va dire que cette personne-là a tous les facteurs de risque, donc elle a beaucoup plus de probabilité de commettre un crime que quelqu'un qui n'a pas ces facteurs de risque. Et ça, c'est la façon dont, justement, pour faire un parallèle à la question de Josiane, c'est ça qu'on utilise dans les outils actuariels d'évaluation du risque de récidive, qu'on va voir plus en détail lors du cours 6. Et, pardonnez-moi, c'est aussi comme ça que les compagnies d'assurance fonctionnent. Quand vous allez vous prendre une assurance auto, on vous pose un paquet de questions. Est-ce que votre auto vaut cher? C'est un modèle de l'année? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Si vous êtes un homme-ish. Est-ce que vous êtes jeune ou plus âgé? Si vous êtes jeune-ish. Est-ce que vous avez déjà eu des antécédents d'accident? Oui ou non? Si oui, ish. Ces ish-là, c'est quoi? C'est une série de caractéristiques individuelles qui sont statistiquement associées au fait d'avoir des accidents. Les gars ont plus d'accidents que les filles. Les jeunes sont plus impulsifs, ont plus de niaiseries et donc ont plus d'accidents que les vieux. En moyenne,
Et les gens qui ont déjà eu des accidents ont généralement plus d'accidents que ceux qui n'en ont jamais eu par le passé. OK? Ça, c'est des caractéristiques individuelles qui augmentent les probabilités que vous ayez un accident. Or donc que la compagnie d'assurance ait à rembourser le fait que vous aviez eu un accident parce que vous avez scrappé le char. Et donc, si vous avez toutes les caractéristiques individuelles qui vous prédisposent à avoir un accident, qu'est-ce qui se passe? On vous charge le gros prix parce qu'il y a plus de chances que vous ayez un accident puis que la compagnie d'assurance doive rembourser. Donc, ils vous auront toujours chargé plus cher in the meantime en vous donnant des primes plus élevées. Et ça, c'est du déterminisme probabiliste. C'est ce qu'on utilise dans le calcul actuariel, dans l'actuariat. C'est ce qu'on utilise dans les outils d'évaluation du risque de récidive, exactement comme le VRAG et le SORAG, donc comme Josiane a dit dans le chat. Et donc, oui, ce déterminisme-là est probabiliste. C'est ce qu'on utilise en criminologie, en psychologie, pour ceux qui sont des preneurs de l'approche actuarielle. J'en suis un, tout en connaissant les limites de l'approche, bien sûr. Et c'est ce qui est utilisé dans le monde des assurances, de l'actuariat, etc. Donc, pour faire encore plus de millage là-dessus, si je parle de Stéphane et je dis qu'il y a 100% de risque de récidive, est-ce que je suis en train de dire que Stéphane, c'est certain que dans le futur, il va récidiver? Non, ça je ne le sais pas, je ne connais pas le futur. Peut-être qu'il meurt, peut-être qu'il va mourir demain, puis ça va être ça. Okay? Peut-être qu'il va rencontrer un gourou de secte qui va le convertir au pacifisme hippie, là, je ne sais pas trop. Là, okay? Mais toujours est-il que ce que je suis en train de dire, c'est que Stéphane a le même score à mon instrument prédictif qu'un groupe d'individus dont 100% des membres ont récidivé. En gros, mettons, j'ai un outil qui va de 1 à 10, et là, je regarde ceux qui ont 2 sur 10, c'est quoi leur taux de récidive moyen? Ah, bah, c'est 5%. OK. Ceux qui ont 5 sur 10, ah, ben là, c'est 20%. OK. Ceux qui ont 10 sur 10, ah, ben là, parmi tous ceux qui avaient 10 sur 10, tout le monde a récidivé. OK? Donc, si ce cher Stéphane, j'y passe l'outil puis il obtient 10 sur 10, ce que ça veut dire, c'est que Stéphane a le même profil que ma cohorte de validation, dont 100% des individus ont récidivé. Ça veut dire que Stéphane, il a pas mal de chances de récidiver, mais je ne connais pas son futur. Donc, ça ne veut pas dire que Stéphane a 100% de chances de récidiver. Ça veut juste dire que Stéphane partage les mêmes caractéristiques à mon instrument qu'une cohorte dont 100% des membres ont récidivé. C'est quand même une nuance qui est super importante. Donc, les gens qui disent actuariel ou déterministe, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un déterministe qui est probabiliste, puis on est conscient des marges d'erreur dans nos outils. C'est pas parce que les outils actuariels ne sont pas parfaits qu'il faut revenir à ce qu'on appelle la divination. Okay? On y reviendra en détail lors du cours 6. Donc, version graphique du modèle, on a des facteurs développementaux qui peuvent être soit biologiques, donc issus de l'hérédité et de la génétique, ou ils peuvent être acquis, donc issus du vécu et des apprentissages, trauma, abus, rejet, troubles d'attachement. Et ça va cristalliser des prédispositions et des vulnérabilités que vous allez avoir à l'âge adulte, qu'on pourrait définir comme des traits psychologiques qui augmentent les chances que vous présentiez des réponses comportementales indésirables dans des situations à risque, notamment des réponses comportementales délinquantes. Donc, c'est un paquet de traits psychologiques qui vous rendent plus susceptibles de commettre des crimes, par exemple, dans une situation de stress que si vous n'aviez pas ces traits psychologiques-là, ces prédispositions-là. Et justement, ces prédispositions-là se cristallisent, se développent en fonction de votre génétique et de votre vécu. Des exemples de prédispositions aux vulnérabilités qui sont associées empiriquement à la délinquance, il y a l'impulsivité, le manque d'empathie, certains troubles de personnalité, antisociales est l'une d'entre elles, d'avoir des déviances sexuelles, par exemple pédophilie, d'encourager des systèmes de valeurs délinquantes et d'être refuser les systèmes de valeurs de la société, etc. Et ces prédispositions et vulnérabilités-là sont susceptibles de mener à des processus de passage à l'acte qui peuvent être soit déclenchés ou soit recherchés. C'est-à-dire que il y a des fois, il y a des gens qui ne souhaitent pas passer à l'acte, mais qui se retrouvent dans une situation de colère ou de stress qu'ils ne contrôlent pas, et ça mène à un passage à l'acte. Okay? Donc, par exemple, un exemple relativement pas fréquent, là, mais illustratif,
justement, le conjoint qui commet ce qu'on appelle, entre guillemets, un meurtre passionnel parce que sa conjointe la laisse. Donc, il y a un déclencheur qu'il ne souhaite pas, soit le fait de se faire laisser. Puis là, je ne mets pas du tout la faute sur la victime, on s'entend là. Donc, la personne, mettons, la conjointe décide de laisser le conjoint. Ça déclenche un état de colère incommensurable chez le conjoint qui a un paquet de problèmes psychologiques, de peur de l'abandon et d'impulsivité, ce qui le met dans une rage folle et qui mène à un passage à l'acte de violence. Euh, Quelqu'un se fait insulter dans un bar, le prend pas, cogne la personne. Donc, c'est des passages à l'acte qui ne sont pas souhaités. Il nous arrive quelque chose, ça nous trigger, ça nous déclenche, puis ben voilà, on fait quelque chose qu'on va peut-être regretter par la suite. Ou pas. Mais il y a également de la recherche active d'opportunités criminelles. Donc, une recherche active de victimes, par exemple, pour un délinquant sexuel, une recherche active de biens à voler, le fait de se faire influencer par les pairs, de se faire proposer un setup de vente de drogue auquel que vous acceptez, c'est une recherche active d'opportunités. Et donc, bref, vos prédispositions vous vulnérabilisent par rapport à un processus de passage à l'acte qui peut être recherché ou déclenché. Et une fois que ça s'est fait, vous vous retrouvez devant un calcul coût-bénéfice qui peut se faire là, en une fraction de seconde. On n'est pas en train de dire que la personne fait comme ouais, je viens de me faire insulter dans un bar. En plus, la personne crouse ma blonde. Comment je vis ça? Non, je vis pas ça si pire. Je suis quand même ouvert d'esprit. Puis non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait en une fraction de seconde. Les points vous servent, vous le cognez. Okay? Et ça mène au passage à l'acte ou non. Là, je vais vous donner des petits exemples concrets assez rudimentaires, mais tu sais, des fois, des exemples rudimentaires, ça aide à comprendre le principe. Exemple de trajectoire. Bob a été victime de violences physiques durant son enfance. Il a donc intégré que c'est une bonne façon de régler ses problèmes par identification de l'agresseur. Un concept qu'on verra en psychanalyse. Il est donc impulsif, il a la mèche courte, pas mal dans toutes les situations de sa vie en général. Il est colérique. Lors d'une soirée arrosée avec ses amis dans un bar, un autre client a le malheur d'aborder sa copine, ce qui met Bob fou de rage, les poings lui serrent, il attaque le client et l'envoie à l'hôpital. Donc, dans cet exemple-là, vous avez en orange les facteurs développementaux, vous avez en bleu les prédispositions ou vulnérabilités ou traits psychologiques, vous avez en vert le processus de passage à l'acte qui, dans ce cas-ci, est sous forme de déclencheur, et en rouge, le passage à l'acte en soi. Autre exemple, Bobby a grandi dans un quartier défavorisé où l'école était très peu valorisée. Il est décrocheur scolaire, puis il a passé la majorité de son adolescence à traîner avec des amis impliqués dans les gangs de rue. Ce faisant, il a intégré des valeurs délinquantes et un profond dédain de la société. Et bien là, un jour, ses amis lui proposent de s'impliquer dans un commerce de vente de stupéfiants. Il n'a pas grand-chose à perdre, il n'y a pas de job, il n'est pas dans une éducation qu'il pourrait perdre si jamais il y a un crime, là, il est décrocheur scolaire. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre. Il n'y a pas non plus d'opportunité légale tentante de faire de l'argent. Or, donc, il accepte sans hésiter de s'engager dans le commerce de stupéfiants. Encore là, en orange, facteurs développementaux. En bleu, traits psychologiques. En vulnérabilité. En vert, le processus de passage à l'acte qui est cette fois-ci plus sur une forme d'aller rechercher des opportunités ou d'être ouvert à des opportunités qui nous sont proposées. Et il accepte sans hésiter, ça c'est le passage à l'acte. Donc, là, ça se peut que tout ceci soit un peu, comment dire, un peu flou, un peu théorique. Puis, au fur et à mesure qu'on va voir des théories dans le cadre du cours, ça va toujours un peu revenir, là, cette espèce de, comment dire, cette espèce de interaction entre l'inné et l'acquis pour cristalliser les traits psychologiques qui vont influencer les réponses comportementales qu'on donne dans des situations données. C'est un peu le modèle de la personnalité, essentiellement, qu'on va traîner à travers pas mal tout le cours. La dernière chose qu'on fait aujourd'hui, j'ai été bavard, d'habitude je finis à 8h30, on va finir à 8h40, là, vous allez vous en remettre. La bonne nouvelle, là, c'est qu'il n'y a à peu près aucun cours que je vais finir à 10h pile. Il n'y en a à peu près aucun. Je vais toujours finir vers 9h30. Là. Soyez heureux. Parce que 7 à 10, c'est difficile pour tout le monde. Bref, je vous retiens une dizaine de minutes de plus pour qu'on parle des théories en général. C'est-à-dire que on est en psychocriminologie, on est en criminologie. Donc, même à l'intérieur de la psycho, il y a un paquet de paradigmes qui sont contradictoires.
Et à travers la criminologie, il y a un paquet de disciplines qui sont contradictoires. Donc, la socio dit que les psychologues comprennent rien et que tout est social et non psychologique. Les psychologues disent aux sociologues qu'ils manquent franchement de nuances avec leur théorie socio qu'il faut considérer l'individu. Le légal dit anyways, on s'en fout de tout ça, l'important c'est les lois, bon, etc. La réalité, c'est qu'il y a un paquet de disciplines en criminaux qui s'obstinent. Certains qui sont plus consensuels vont dire que les disciplines sont complémentaires. Cute. Ceux qui sont plus virulents vont dire qu'elles sont contradictoires, puis qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Bon. Et à l'intérieur de la même discipline, donc à l'intérieur de la psycho, il y a différents paradigmes, la psychanalyse, les théories cognitivo-comportementales, la psychologie évolutionniste, etc., qui s'obstinent également entre elles pour expliquer la personnalité, les comportements humains, etc. Donc, l'idée derrière ça, c'est que durant le cours, vous allez voir un paquet de théories, puis là, elles seront contradictoires. Okay? C'est un peu l'idée du cours. On voit une espèce de panoplie de paradigmes en psychologie et de comment ces paradigmes-là expliquent à leur façon le crime, parfois de façon complémentaire, parfois pas. Il va y avoir des théories, vous allez dire, ça c'est bon. D'autres que vous allez dire, oh boy, c'est pourri, j'accepte vraiment pas ça, je souscris pas à ça, ça me parle pas du tout. C'est normal. Tout ça pour dire que il faut avoir des critères pour évaluer et comprendre c'est quoi une théorie et justement comprendre que c'est pas toutes les théories qui sont aussi bonnes les unes que les autres. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans la dernière moitié du cours. Juste, je vais répondre à une question par rapport au modèle probabiliste juste avant de passer à l'explication des théories. Donc, est-ce que le temps de réflexion du calcul coût-bénéfice peut être en lien avec le passage à l'acte? Chez chaque individu, le temps doit être différent. Qu'est-ce qui pourrait influencer le temps de cette prise de décision? Est-ce que les personnes qui prennent plus de temps à évaluer le calcul pourraient moins passer à l'acte? Honnêtement, probablement. Carrément parce que, mettons, la colère intense, ça ne dure pas longtemps. Une espèce de petit moment là, où tu vires fou puis tu es prêt à tout faire, ça ne dure pas 4 heures. OK? Donc, probablement que les gens plus impulsifs vont penser moins longtemps et agir plus vite, et que cet agissement-là va être probablement plus violent ou plus délinquant que les gens qui vont plus prendre de temps pour réfléchir en fonction de davantage de réflexion et moins d'impulsivité. Donc, oui, c'est probablement que le temps de réflexion a un lien. Puis j'aurais tendance à dire, quand je n'ai pas d'études sous la main, que plus le temps de décision est long, moins il y a moins il y a de chances que le crime s'opère. Surtout si on parle d'un crime là, qui est comme impulsif, déclenché, là, justement, le fait de te fâcher contre quelqu'un puis de vouloir l'attaquer. OK? Il y a d'autres crimes qui demandent beaucoup de planification. Si vous voulez faire un vol de banque, là, bon, c'est surtout dans les films qui font des vols de banque. Là. Il y a de moins en moins, mettons, de nos jours. Là. Mais mettons là, que vous voulez faire un vol de banque comme dans La Casa des Papel, ben, ça prend beaucoup de planification. Donc là, le temps de réflexion va être très long. Donc, ça dépend du type de crime que vous voulez faire. Les crimes très, très, très violents, très déclenchés d'habitude, le temps de réflexion doit être relativement court. Quoique, pour rajouter des nuances là-dessus, ben, les gens qui vont commettre des crimes sadiques très ritualisés, ben là, il y a beaucoup de planification là-dedans. Ça dépend. Ça dépend. Mais j'imagine que, règle générale, en grosse moyenne, là, plus tu prends de temps, moins tu as de chances de passer à l'acte. Mais ça doit être. On parle de corrélation, pas de cause. Donc, c'est une petite tendance générale, par exemple. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Donc, au niveau des théories, qu'est-ce qu'une théorie? Essentiellement, c'est un ensemble d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis. Ça peut inclure des lois et des hypothèses, mettons la théorie de la gravité. Et comment qu'on détermine ces lois ou ces hypothèses-là? Donc, je peux dire l'hypothèse suivante. Je pourrais dire que, ben, justement, les gens qui ont subi davantage de maltraitance physique, psychologique et sexuelle durant l'enfance ont plus de chances d'avoir des comportements délinquants durant l'adolescence et l'âge adulte. C'est une théorie qui est pas mal validée, là, soit dit en passant. Ben, comment je fais ces lois-là, ces hypothèses-là? Ben, par l'accumulation de faits trouvés par observation ou expérience. Donc, je regarde justement des gens qui ont été victimes de maltraitance, des gens qui n'ont pas été victimes de maltraitance. Je regarde leur implication dans des trajectoires délinquantes plus tard à l'adolescence et à l'âge adulte. Et si je me rends compte que, ben, justement, les gens qui ont subi davantage de maltraitance font davantage de crimes, ben, c'est une corrélation entre justement la maltraitance et la délinquance future. Donc, c'est comme ça qu'on crée une théorie. Il y a deux niveaux d'analyse d'une théorie. Il y a le niveau micro et le niveau macro. Le niveau micro,
se concentre, dans le fond, l'espèce de loupe, elle est sur l'individu. Okay? C'est le niveau de la psychologie, de la psychocriminologie en général. Oui, on considère l'environnement social, mais on considère comment l'environnement social, dans le fond, a une interface avec le niveau individuel. Comment l'individu est influencé par l'environnement social. Tandis qu'en sociaux, ça va davantage être comment les environnements sociaux interagissent entre eux, comment on pourrait dire les- comment les contextes sociétaux, justement, influencent le crime. Donc, la loupe de la psychologie est davantage micro. On regarde l'individu, son vécu, sa personnalité, ses schèmes cognitifs, etc. Puis le genre de questions qu'on pourrait se poser dans un niveau d'analyse micro, c'est qu'est-ce qui fait qu'un individu à sa sortie de prison a récidivé? Okay? Est-ce que son environnement social l'a mené vers ça? Est-ce que l'environnement social a interagi avec son impulsivité pour l'amener vers ça? Est-ce que cette personne avait des intérêts sexuels envers les enfants puis a mis en place un processus de passage à l'acte pour agresser sexuellement un enfant? Bon, etc. Tandis qu'au niveau macro, qui est davantage sociologique, on regarde des études par rapport à des groupes d'individus ou des sociétés, par exemple des flux migratoires, des clashs de culture, par exemple le taux de criminalité de deux pays ou de deux régions ou de quartiers différents, par exemple. Et généralement, si on trouve que il y a davantage de crimes dans un quartier, c'est pas que l'ensemble des gens du quartier sont plus fous dans les autres quartiers, c'est simplement qu'il y a des facteurs sociaux, notamment la pauvreté, qui prédisposent les gens à aller dans le crime. Donc, dans le fond, il y a plein d'individus qui sont influencés par des facteurs sociaux qui les poussent à aller vers le crime. Le genre de question à laquelle on répond avec un point de vue macro, c'est pourquoi le taux de criminalité ou taux d'homicide est-il plus élevé aux États-Unis qu'au Canada? Donc là, on peut voir un paquet d'influences là-dedans. C'est pas juste que tous les gens des États-Unis, même s'ils ont élu Donald Trump, sont tous fous. C'est davantage des éléments du contexte social qui répondent à ces questions-là. Donc, l'espèce de Second Amendment qui font que les gens sont vraiment attachés à leurs fusils. Le fait que tout le monde a des fusils fait que les crimes par homicide, c'est plus à la portée de tous et chacun. Bon, etc., etc., etc. Il y a Bénédicte B qui nous parle de la plus grande population, mais oui puis non, parce que le taux de crime, tu divises le crime par le nombre total d'habitants. Donc, tu contrôles toujours pour le taux de population. Donc, quand on dit que le taux de crime des États-Unis est plus élevé qu'au Canada, ce qu'on veut dire, c'est que, mettons, le taux de crime par 100 000 habitants est plus élevé aux États-Unis qu'au Canada. Fait que la population n'est pas un facteur. C'est toujours un pourcentage. On va voir 4 critères, on finit avec ça, là, qui nous permettent d'évaluer un peu l'espèce de qualité et la viabilité d'une théorie. Le premier, c'est la logique cohérence portée par Simony. Le deuxième, c'est la testabilité. Le troisième, c'est la validité empirique. Et le dernier, c'est l'utilité et les retombées cliniques, sociales, politiques, légales. Le premier requiert que les concepts de la théorie soient clairement définis. Il y a un paquet de théories, malheureusement, qui définissent un peu mal leurs concepts. Puis ça, c'est entre autres une des fautes de la psychanalyse. Deux psychanalystes différents vont généralement avoir des définitions différentes de la même affaire. Même Freud, au courant de son œuvre, définit de façon différente les mêmes concepts. Certains diront qu'il a changé d'avis, ce qui est à la limite à son honneur. C'est bien de changer d'avis. S'il trouve que la nouvelle version de la théorie est meilleure, ben c'est correct qu'il la mette à jour. T'sais. Mais toujours est-il que, surtout dans la littérature psychanalytique, souvent les concepts ne sont pas clairement définis, puis ce qui est la pulsion pour l'un ne sera pas nécessairement la pulsion pour l'autre. Okay? Donc, premièrement, la définition des concepts. Deuxièmement, il faut que les hypothèses soient cohérentes et logiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'une théorie ait une bonne cohérence interne. Une théorie qui dit que les criminels sont déficients biologiquement à la Lombroso ne peut pas également suggérer que les processus de socialisation familiale sont les principaux déterminants du comportement criminel. C'est contradictoire. C'est inné ou c'est acquis. Tu ne peux pas commencer en disant que c'est inné puis continuer en disant que c'est acquis, à moins que tu fasses une théorie multifactorielle qui dit qu'il y a une influence commune des deux. Ensuite de ça, il faut qu'elle soit généralisable à un ensemble de phénomènes. Si vous avez une théorie qui explique simplement le passage à l'acte des meurtriers sexuels nains unijambistes,
c'est pas assez bon. On est désolé, on aimerait ça que ça explique la délinquance de davantage d'individus, puis davantage de formes de délinquance, quelque chose de moins spécifique. Une question qu'on se pose toujours, qu'on fait de la validation empirique, c'est est-ce que le phénomène étudié est généralisable? Si j'ai un vaccin pour la COVID, puis je le valide empiriquement, j'ai des résultats positifs avec un échantillon de Caucasiens d'Amérique du Nord. Cool. Est-ce que ce vaccin-là fonctionne aussi avec par exemple, un échantillon d'Afro-Américains d'Amérique du Nord? Est-ce qu'il fonctionne avec des Européens? Est-ce qu'il fonctionne dans un pays en développement? Etc., etc., etc. Il faut que ce soit généralisable. Et elle se doit d'être parcimonieuse, c'est-à-dire qu'elle doit expliquer un plus grand nombre de phénomènes avec un petit nombre d'hypothèses. C'est ce qu'on appelle un peu le rasoir d'Occam, qui est si vous avez deux explications qui expliquent le même phénomène, qui sont relativement aussi bonnes, vous prenez toujours celle qui est la plus simple. Si vous avez une explication qui est A mène à B mène à C, vous en avez une autre qui est A, B, C, D, E mène à F, G, H, Y, whatever, qui mène à Z, tough luck, tu prends la première. Okay? Tu prends toujours, à explication égale, tu prends toujours la plus parcimonieuse des deux. Ensuite, il y a la testabilité, qui réfère à la possibilité d'être confirmé ou réfuté. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la question n'est pas est-ce que ça a été confirmé ou réfuté, c'est est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que, en fait, c'est un peu le principe de falsification de Popper qui est est-ce que c'est possible de falsifier la théorie? Et donc, pour falsifier une théorie, il faut que les facteurs soient observables et mesurables. Okay? Donc, une théorie qui propose que des gens commettent des crimes parce qu'ils sont possédés par un petit démon invisible, ben, si le démon il est invisible, je ne peux pas le mesurer. Fait que comment je peux prouver cette théorie-là? Je ne peux pas la falsifier. Okay? Et ça, c'est entre autres un problème des théories psychodynamiques. Les théories psychodynamiques ne sont pas validées empiriquement. Il n'y a pas d'études de validation. C'est Freud qui a écrit. Pour moi, la psychanalyse, c'est extrêmement intéressant, mais c'est de la philosophie, c'est pas de la psychologie scientifique. On verra pourquoi en détail lors du deuxième cours. Mais la théorie psychanalytique n'est pas testable parce qu'elle repose en très très bonne partie sur l'inconscient. Et justement, l'inconscient, le propre, c'est d'être non mesurable et tu ne peux pas y accéder. La seule façon d'avoir accès à l'inconscient, c'est de faire une longue thérapie coûteuse avec un psychanalyste, en faisant l'analyse des rêves, puis etc., etc., etc. Mais c'est un projet à avoir accès à l'inconscient. Tu ne peux pas mesurer ça de façon efficace chez des gens. Or donc, les théories psychodynamiques ne sont pas testables. Je ne peux pas mesurer les concepts et regarder s'ils fonctionnent ensemble. Ensuite, qui va avec la testabilité, c'est la validité empirique. Okay? Dans le fond, si la théorie est testable, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a testé et qui a prouvé que ça fonctionne? Donc, est-ce que la théorie est prouvée par des méthodes scientifiques valides et rigoureuses? Une fois qu'elle est testable, a-t-elle ensuite été testée? Est-ce que les résultats ont été probants ou pas? Est-ce que ça a fonctionné? Okay? Et il y a un paquet de théories qui ne sont pas validées empiriquement. Et il y a malheureusement beaucoup d'approches qui sont promues par les gouvernements davantage conservateurs et de droite, et ça m'énerve, qui ne sont basées sur aucun résultat empirique. Puis, à la limite, moi, mon avis en tant que méthodologue, là, je ne suis pas plus vers la droite, plus vers la gauche. Je veux juste un gouvernement qui écoute la science. Okay? Si la science nous dit que d'incarcérer des gens extrêmement longtemps, c'est pas payant, ben, on peut-tu l'écouter? S'il y a des gens qui disent, si tous les urbanistes et les ingénieurs urbains nous disent qu'un troisième lien, ça ne sera pas pertinent à moyen long terme, pourquoi on le ferait? Okay? Puis l'idée, ce n'est pas de m'aligner à gauche ou à droite, c'est de m'aligner avec ce que l'évidence scientifique nous dit. Malheureusement, souvent, les gouvernements conservateurs, plus de droite, ont tendance à être davantage basés sur l'idéologie et moins sur les faits, sur la science. Et dans le fond, la validité empirique, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que la théorie a été testée et est-ce que ça a fonctionné? Okay? Puis un exemple de quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, c'est les approches dures et conservatrices de sentencing. L'idée de on va mettre des peines plus sévères pour les crimes. Puis ça va faire que les gens vont moins commettre de crimes, puis là, les gens vont aller en prison, puis à cause de ça, ils vont être dissuadés de faire des crimes en sortant. Ça marche pas. Ça marche pas en tout. Notamment, toute chose étant égale par ailleurs, la durée de l'incarcération est proportionnelle
au risque de récidive. C'est-à-dire que plus tu passes de temps en prison, plus à ta sortie, tu es susceptible de récidiver. Tu n'as pas appris ta leçon, tu t'es juste fait couper de la société. OK? Ce qui s'est passé, là, c'est que ça fait 10 ans que tu n'es pas en société, que tu ne sais plus comment rien marche, que tu n'as plus d'amis sauf ceux que tu as rencontrés en prison, tu n'as plus de femmes, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de job, tu n'as plus de ressources, tu n'as pas d'appart, tu n'as plus rien. Là, tu sors, mais avise-toi pas de retourner dans le crime, mon maudit. Qu'est-ce que tu penses qui se passe? Okay? Donc, en coupant les gens de la société durant des longues périodes, on augmente leur risque de récidive. Donc là, le calcul qu'il faut faire, c'est est-ce qu'il faut les neutraliser? Ces individus-là, est-ce que ces individus-là sont tellement dangereux qu'il faut les neutraliser parce que si on les ressort tout de suite, ils vont faire des victimes, c'est certain. Bon, ça, c'est un autre aspect. Okay? Mais l'idée, c'est que d'adopter en tant que société des approches très, très dures au niveau de l'emprisonnement puis du sentencing, comme ils le font aux États-Unis, c'est une catastrophe. Ça fait juste augmenter le taux de crime de la société, surcharger les prisons. Ça coûte une fortune en plus de ça, bien évidemment, à la société. Et donc, tandis que les approches qui sont davantage basées sur la réhabilitation, donc, entre autres l'approche canadienne, ça fonctionne bien mieux. Et ça, c'est des résultats empiriques qui le prouvent. C'est pas moi qui est une idéologie de gauche. Là, okay? Donc, validité empirique, est-ce que la théorie a été testée et est-ce qu'elle fonctionne quand on rentre les chiffres? Dernière affaire, ben, c'est l'utilité. Est-ce que la théorie est utile pour élaborer un peu le futur de la société? Est-ce que c'est utile pour mieux traiter des individus qui ont le trouble? Est-ce que c'est utile pour orienter les politiques publiques, pénales, les lois, etc.? Okay? Si on fait une étude sur l'efficacité d'un programme, ben, si le programme est vu comme étant particulièrement efficace, que des bons résultats, ben, on devrait peut-être le financer davantage qu'un programme qui est réputé comme étant inefficace. Même principe pour un vaccin, pour la COVID. Donc, quelle est l'utilité concrète de la théorie? Et ce n'est pas toutes les théories qui ont une utilité concrète. C'est-à-dire que, par exemple, la psychologie évolutionniste est une théorie qui est essentiellement intellectuellement extrêmement intéressante, mais qui n'a pas trop d'applications pratiques. Parce que, bon, maintenant qu'on sait c'est quoi les influences de l'homme à travers l'évolution, qu'est-ce qu'on fait? Les influences évolutives sont là, puis on ne peut pas s'en délaisser. T'sais. Donc, il n'y a pas de traitement lié à la psychologie évolutionniste. Tandis qu'avec la psychologie du comportement criminel qu'on va voir un cours 6, ça mène à l'évaluation du risque, qui a beaucoup d'applications pratiques dans la clinique. La psychanalyse, les théories cognitivo-comportementales mènent à des thérapies psychanalytiques et cognitivo-comportementales qui sont utiles. T'sais. On verra éventuellement lesquels sont les plus fonctionnels avec les populations délinquantes, mais on y reviendra. Donc, quelle est l'utilité justement d'une théorie? À quoi ça sert? Et c'est très utile quand on fait des demandes de bourse au gouvernement. C'est plus facile de se faire approcher un projet doctoral qui veut solutionner le cancer qu'un qui veut réfléchir sur le crime avec un angle constructiviste, bon, etc. Mais bref, l'utilité est malheureusement un impératif de la science. Et une théorie peut satisfaire les 3 autres critères sans être utile pour autant. Et comme je l'ai dit, l'exemple de ça, c'est la psycho-évolutionniste qu'on verra là, durant la deuxième moitié du cours. Ouf! J'ai parlé un petit peu, j'ai été plus bavard que d'habitude, désolé, je vous ai retenu 15 minutes de plus que je pensais, mais c'est ce qui clôt le cours d'aujourd'hui. Hey, merci à tous d'avoir été là, on est encore 71, on est encore le quart de la classe, c'est vraiment super cool, vous avez interagi, vous avez posé des questions, je commence à maîtriser le démuting de micro, donc checkez-moi bien lors des cours 2 puis 3, vous permettre de me jaser lorsque vous le demandez. Donc on va continuer comme ça, moi je vous encourage à venir en présentiel, c'est plus le fun, je l'espère pour vous et définitivement pour moi. Donc, on va essayer de continuer sur cette lancée-là. J'enregistre quand même les cours et je les rediffuse sur YouTube, puis je vous donne le lien après pour la révision, pour ceux qui ne pouvaient pas être là, etc. Mais on se voit, même heure, même poste, la semaine prochaine, donc jeudi de 7 à, mettons, 9h30, 9h40. Allez en paix, passez une bonne semaine.